Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Info.tox. Alors aujourd'hui, on va aborder plusieurs petits sujets et un gros sujet. Et on va commencer par le gros sujet, puisque c'est ce qui fait actuellement beaucoup jaser en France, c'est l'affaire des Burkini. Alors l'affaire des Burkini, c'est quelque chose qui de toute façon est un peu à assimiler sur le même problème que le voile islamique, tout ce qui est burqa, niqab, etc. C'est que malheureusement tout dépend de l'usage que les personnes font de cette tenue. Alors, il y a un moment donné, tout le monde est conscient que à la fois il peut y avoir des gens qui portent ces tenues par conviction religieuse tout en ayant un parfait respect des lois de la République, tout comme vous avez des gens qui s'en servent pour tout simplement imposer certaines valeurs, certains principes, dont certains, je le rappelle parce que ça, la télévision, on oublie de le préciser, vont à l'encontre des lois de la République. Donc c'est quelque chose qui traîne depuis des années, mais évidemment dans les hautes sphères du pouvoir, dans les sphères de l'intelligentsia, de la bien-pensante, partie de cette société qui essaie de nous imposer le multiculturalisme, le vivre ensemble, etc., c'est évidemment un sujet qui, si on a le malheur de l'aborder tout de suite, si on commence à aller un peu dans le détail, on va très vite être taxé de raciste ou d'islamophobe. Alors que finalement, c'est un problème qui est relativement complexe, et comme toute autorité qui se respecte, que ce soit d'ailleurs les élus comme ceux qui aujourd'hui ont pris des arrêtés et qui ont mis un petit peu le feu aux poudres, eh bien, on légifère. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on ne veut pas prendre le risque d'avoir des problèmes de troubles de l'ordre public à cause justement d'individus qui, par l'intermédiaire de signes ostentatoires religieux, vont vouloir imposer leurs lois. Et on sait pertinemment que chez les musulmans, plus particulièrement ceux qui ont une lecture relativement fondamentale et radicale de l'islam, c'est forcément des gens qui vont imposer le respect de leurs propres lois. Et le respect de leurs propres lois va forcément à l'encontre des lois de la République. Et ce qui s'est passé à Cisco, alors c'est pareil, hein, les médias se sont amusés à essayer d'inverser un petit peu la situation pour à un moment donné montrer du doigt les habitants de ce village comme étant des islamophobes, des racistes, etc., et que c'est normal. C'était même limite. Moi, je serais BFM et ITélé, j'éviterais d'aller me balader en Corse maintenant avec un camion BFM et ITélé, parce que, à mon avis, vous allez vous faire sauter vos camions, parce que vous avez plus ou moins dans vos reportages laissé suggérer que les Corses, à la rigueur, c'est normal, parce que, par définition, les Corses sont racistes. Euh, Sauf que là, le procureur de la République a confirmé que la source du problème est bien venue donc de cette famille qui était sur la plage et qui, parce que, euh, certainement par souci de vouloir imposer leur loi de ne pas laisser leurs femmes être vues en train de se baigner, etc. Alors je pense qu'à mon avis, c'est des conneries, c'est plus pour utiliser finalement des principes musulmans, mais je suis persuadé que les trois personnes, enfin deux, trois personnes, je ne sais plus, d'origine maghrébine, comme on dit, qui ont été interpellées, ça se trouve, ne sont même pas des bons musulmans. Voilà. Je pense qu'à mon avis, tout ça, c'est de la provocation. Il semblerait que d'après le procureur, les comportements que ces personnes ont eus ont été des comportements typiquement de caïd. Alors je trouve que le mot comportement de caïd est à proprement bien utilisé, parce que finalement ça résume tout le problème aujourd'hui chez les musulmans, c'est que leur image est complètement entachée à cause de gens issus de leur communauté, donc issus, ce sont des Français, hein, parfois des Français sur 2, 3 générations, mais issus de l'immigration nord-africaine, donc par conséquent des Arabes nés musulmans, donc musulmans, mais qui utilisent aujourd'hui l'ambiguïté qu'il y a avec la pratique de la religion musulmane, avec les radicalisations, avec l'islamisme, avec les problèmes qu'il y a aujourd'hui au Moyen-Orient, etc., bien, font preuve d'opportunisme en utilisant tout simplement des arguments
religieux pour imposer ou s'imposer aux yeux de la société française, alors qu'en finalité, ce sont déjà des gens qui, ça se trouve, n'ont peut-être jamais été, ou jamais lu ou complètement lu le Coran, l'ont peut-être d'ailleurs même pas interprété ou n'ont même pas compris. Mais voilà, c'est le genre de comportement que malheureusement, surtout dans les grandes villes, vous pouvez aujourd'hui questionner les commerçants de certaines rues populaires ou des gens qui travaillent dans les espaces publics. Je pense particulièrement aux piscines, par exemple, les piscines municipales. Tous vous relateront toujours les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes issus des mêmes types d'individus. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis 20 ans. 20 ans, mais pendant voilà, on s'est voilé la face pour pas nuire justement à cette idéologie du vivre ensemble, avec tout en plus les associations antiracistes, anti-islamophobie, qui ont mis un peu de l'huile sur le feu pour envenimer encore plus la situation, en sachant qu'évidemment, ça n'exclut pas du tout le fait qu'il y a aussi des propos, des comportements racistes et islamophobes envers les gens de la communauté musulmane. Mais voilà, ce sont les sociétés modernes. C'est-à-dire qu'il y a tout ou rien. Et c'est justement à cause du fait qu'il y a tout et rien qu'il y a un moment donné, quand on est élu, on ne cherche pas... il y a un moment où il y a une responsabilité. Et la responsabilité, c'est aller à l'essentiel, c'est-à-dire éviter les troubles de l'ordre public, dans un contexte où aujourd'hui la communauté musulmane, soyons clairs, est aujourd'hui ciblée. Elle est ciblée par des politiques, elle est ciblée par des communautés dans leur capacité à être en confrontation. Je pense particulièrement à ce qui se passe actuellement au Aubervilliers, où vous avez la communauté chinoise qui est en train de se révolter parce qu'ils subissent des agressions. Alors évidemment, on va dire des agressions de qui? Les agressions évidemment de personnes issues de l'immigration noire africaine et nord-africaine. Tout simplement parce que, évidemment, les Chinois ont cette particularité d'être une communauté un petit peu à part, dans le sens où c'est une communauté organisée. Bon, après, l'organisation, évidemment, on peut en débattre. On sait qu'il y a pertinemment de l'esclavage moderne, on sait pertinemment qu'il y a du trafic, enfin, voilà, je pense que si vous regardez ce blog, c'est que vous êtes des gens déjà suffisamment informés et suffisamment clairvoyants pour savoir de quoi je parle. Mais voilà, ça génère évidemment des jalousies parce que justement l'intérêt de cette communauté chinoise, c'est qu'elle arrive à être organisée au point de réussir à structurer une économie, ce que d'autres communautés n'arrivent pas à faire. Où des gens qui se disent faire partie d'une communauté sont incapables de faire. Donc voilà, vous voyez, finalement on en revient en essayant de comprendre et d'exploiter un petit peu le cheminement, on se rend compte que finalement tout est lié. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème uniquement de lutte intercommunautaire, c'est aussi un problème social, c'est un problème économique. Et finalement, on dit souvent que l'histoire se répète. Eh bien, ce qui s'est passé dans les années 20 et dans les années 30, surtout à partir de 1929, lors de la crise, ce qu'on appelle la crise des années 30, dans certains pays, évidemment plus particulièrement l'Allemagne, où ça a tiré profit évidemment à une idéologie politique tristement célèbre. Voilà, c'est des phénomènes de société auxquels on ne peut pas les éviter. Le seul problème, c'est que on peut essayer de les traiter, on peut essayer de les comprendre, de les assimiler, de les rendre plus dociles, de les apprivoiser. Sauf qu'on se rend compte que les politiques font tout le contraire. C'est au contraire, ils alimentent. C'est-à-dire qu'ils mettent de l'huile sur le feu. Pourquoi? Tout simplement parce que ça attire leur intérêt, que pendant ce temps-là, ils peuvent faire leur petite magouille dans leur coin. Donc actuellement, on a l'affaire du Burkini. Donc vous avez tous les politiques qui aujourd'hui en sont de leur version, de leur explication, etc. Alors que au final, on sait pertinemment que la raison pour laquelle ces maires ont pris ces arrêtés, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie de s'emmerder, à prendre des risques, qui est du trouble de l'ordre public sur les plages de la Côte d'Azur, surtout en période estivale, avec des personnes. Et il se trouve que
peut-être hasard, coïncidence, ce qui s'est passé à Cisco a argumenté de façon flagrante le phénomène. Donc je rappelle, c'est une question de légiférer, sauf qu'aucun politique ni aucun maire, évidemment, va dire franchement devant la télévision, moi voilà, je considère qu'il y a des risques auprès d'une minorité de gens musulmans utilisant le burkini, non pas par conviction, mais par provocation, pour imposer leur loi à la République. Moi, je légifère. Donc, voilà. Dommage pour les gens qui veulent utiliser les burkinis pour aller à la plage tout en étant en total respect avec la République. Il y a un moment où, malheureusement, on est obligé de prendre une décision. On ne peut pas laisser aller sous prétexte qu'on considère que c'est une minorité et que la minorité nuit à la majorité. Ça, c'est pareil. C'est un débat qui peut durer des heures pour savoir quelle est la proportionnalité de gens concernés. On revient à Cisco. Cisco, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les Corses, les Corses, on les salue parce que finalement, ils sont peut-être les premiers à mettre le poing sur la table face à l'indifférence, à l'impuissance, à l'inaction des autorités à un moment donné à légiférer, c'est-à-dire à un moment de sévir, à rappeler les règles fondamentales de la République. Parce que tout simplement, on est toujours dans le clientélisme politique, parce que derrière il y a des associations qui sont des associations qui parfois, de par leur influence, militent considérablement pour le vivre ensemble, le multiculturalisme, alors que quand vous analysez un petit peu les relations qu'il peut y avoir entre les différentes cultures, on se rend compte très rapidement que les cultures qui arrivent plus ou moins à s'entendre, voire à s'assimiler, c'est des cultures parfois similaires, qui partagent certaines valeurs fondamentales. Je dis bien des valeurs fondamentales. Je ne parle pas de valeurs bibliques ou de textes sacrés, etc. Je parle de valeurs et de principes de vie en société. Tout comme il y a toujours eu des conflits entre deux modèles de société avec des principes et des valeurs totalement différentes. Il est évident, par exemple, que si demain vous mettez côte à côte une société occidentale telle que la société française avec la société d'Arabie Saoudite, il y aura forcément, si vous essayez de mettre les deux ensemble, forcément il ne se passe pas une semaine avant que ça finisse par clasher. Parce que les uns légitiment un système qui est un système féodal, n'ayons pas peur du mot, face à un système qui s'est affranchi non seulement de la féodalité, mais en plus d'un système monarchique, qu'est la France avec sa République. Donc, avec tout ce que ça amène en matière de loi, d'égalité, d'équité entre les individus, ce qui n'est pas le cas en Arabie Saoudite, puisqu'en Arabie Saoudite, il y a un principe de caste. Donc, voilà. Donc, c'est peut-être un exemple un petit peu extrême, mais on a quand même des individus aujourd'hui qui viennent de pays avec cette mentalité, avec ces principes, avec ces valeurs, et qui viennent en France, qui viennent en Europe, qui viennent en Allemagne, qui viennent aux Pays-Bas, qui viennent en Belgique, qui viennent en Suède, etc. Donc forcément, avec ces gens-là, ça ne peut pas coller. Vous rajoutez là-dessus, on va dire, une certaine frustration culturelle, pas forcément culturelle, je dirais plutôt sociale, de certains individus, plus particulièrement des individus sur le plan sexuel, disons-le. Donc ces frustrations, comme ils n'arrivent pas à voir les schémas et les modèles de fonctionnement occidentaux pour rencontrer des personnes, pour éventuellement séduire des personnes et avoir des relations avec des personnes, comme ils n'ont pas ces codes-là, pour eux, on est une société de consommation, donc une jolie fille, on la prend dans un coin et on la viole. Donc voilà, il y a ces phénomènes de frustration aussi qui sont aujourd'hui en train d'être importés par ces flux de migrants. Mais ça, pareil. Voilà, il ne faut pas en parler. Donc les Corses dérangent énormément parce que c'est aujourd'hui des gens, je pense qu'ils n'ont pas une mentalité tellement différente des Français, si ce n'est qu'ils ont peut-être un tempérament ce qu'on appelle le tempérament chaud des gens du Sud, mais qui sont des gens qui ne se laissent pas faire.
Voilà. Et ça, c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui en France. Je pense qu'on n'a pas en France... je pense qu'en France, il y a beaucoup de gens qui ont la mentalité des Corses, mais qui sont tellement conditionnés à ne pas agir, ne pas dire quoi que ce soit, parce qu'ils ont tellement peur qu'après, ça leur retombe dessus, que même la justice vienne les condamner parce qu'ils ont tenu des propos... il y a un moment, voilà, c'est que aujourd'hui, la Corse, elle commence à déranger considérablement le paysage politique. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on constate? On constate que beaucoup de politiques sont en train de retourner leur veste, hein, en matière d'argumentation, en matière de traduction, en matière de compréhension de ce qui se passe, en Corse. Bon voilà, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler jusqu'au moins jusqu'à la rentrée, mais au moins c'est bien parce que ça fait parler ça alimente, on va dire non seulement ça alimente les conversations, mais aussi ça alimente un petit peu le conflit, hein, entre les conflits intercommunautaires en France. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nos élus, ils sont un petit peu gênés parce qu'il y a une loi qui a été votée il y a plusieurs mois de cela et qui devrait normalement rentrer en application, je crois à partir de mai ou juin 2017, qui concerne le cumul des mandats. C'est-à-dire que le non-cumul de mandats. Eh bien, le problème, c'est que vu le contexte actuellement, le paysage politique français, il y en a, ils se disent, c'est un peu gênant, parce que, quel que soit le résultat des présidentielles, suivant le positionnement qu'on va avoir, si on est dans la majorité, si on ne l'est pas, etc., si je perds mon siège, il va falloir que je trouve une... Donc, en fait, ils sont en train tout simplement de repousser le délai de la loi sur le cumul sur les cumuls de mandats. Donc vous voyez, c'est de l'opportunisme, c'est du clientélisme absolu, alors que, moi personnellement, je trouverais tout à fait normal que constitutionnellement, il y ait un texte constitutionnel qui stipule que toute personne politique ou non politique, à partir du moment où il brive un statut, un poste à responsabilité dans les institutions de la République, ils ne doivent assumer les responsabilités que d'un seul statut, d'un seul poste. Une personne qui est élue maire, elle est maire. Elle n'est pas présidente de région, présidente de département, députée et secrétaire d'État ou ministre, etc. Non, c'est pas possible. Je pense qu'il y a un moment où il faut justement jouer la diversité, ouvrir les portes à une diversité dans le paysage politique et permettre à des gens de pouvoir assumer pleinement des responsabilités dans des statuts bien définis. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont tous en train de se battre pour avoir plusieurs postes, parce que derrière, il y a les pépettes, quoi. Il y a les pépettes, il y a les immunités, il y a les retraites, etc. Donc, comme la situation de toute façon est en train de partir en vrille, tout le monde veut sa part du gâteau. Et comme après les élections de 2017, il y en a certains qui vont certainement perdre leur fauteuil à l'Assemblée nationale, surtout chez les socialistes, je pense, voilà, il y en a qui sont en train de se bidouiller leur petite loi pour que si jamais ils perdent leur siège à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ils aient une capacité de pouvoir se retourner, de pouvoir se présenter à des municipales ou à des présidences de région ou de présidences de département ou même des présidences de certains organismes d'État, comme par exemple vous avez actuellement monsieur Jacques Lang qui est président de la fondation de ce bâtiment, je ne me souviens plus du nom, de l'Institut du monde arabe, voilà, je cherchais le nom. Donc vous avez des tas d'institutions comme ça qui existent, qui ont un lien avec l'État, avec la fonction publique, qui sont des postes à responsabilité extrêmement bien rémunérés, hein, évidemment, avec des bonnes prestations, des avantages en nature et évidemment des points retraite non négligeables. Donc ils sont tous en train de se battre pour avoir ces postes-là. Mais voilà, pendant ce temps-là, vous ne voyez pas, puisque vous êtes tellement omnubilé, tellement conditionné par les médias, par les affaires de Burkini. Tout comme une autre information qui est tombée il y a quelques semaines de cela, il y a quelques jours, qui est renforcée par une autre information qui est quand même
relativement capitale. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'actuellement la Russie est alliée avec le régime de Bachar el-Assad. C'est pour cette raison que la Russie intervient en toute légalité en Russie, puisque la Russie, étant alliée avec le régime de Bachar el-Assad, par conséquent, est parfaitement en légalité de bombarder en Syrie. Et pour cela, ils avaient le bénéfice temporaire d'une base aérienne sur le territoire syrien. Cette base aérienne, normalement, était temporaire pendant l'intervention de la Russie. Et il y a un moment où l'opération qui était prévue de la Russie s'est terminée, et les Russes normalement, avaient prévu de se retirer. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que lors des négociations, les Américains, je crois que ça s'est passé à Genève, les Américains étaient presque d'accord sur le fait de trouver un compromis, un consensus, surtout concernant Bachar el-Assad, sauf que ils ont retourné leur veste, mais alors de façon de vitesse grand V, tout simplement parce que les Saoudiens les ont rappelés à leur leur ont rappelé que Assad, hors de question qu'il reste en place. Donc de ce fait, on est en face d'une situation où les Américains finalement ont retourné leur veste, là où ils laissaient l'espoir qu'en effet on trouve un compromis et peut-être laisser en effet Bachar el-Assad avec, on va dire, l'organisation d'élections ouvertes à des partis d'opposition, etc. Les Russes étaient tout à fait d'accord pour ce principe-là, sauf que les Américains, au dernier moment, ils ont dit ah non. Donc, du coup, voilà, ça a relancé les dés. Et il y a quelques jours, eh bien, on a appris que finalement, cette fameuse base, qui était normalement une base prêtée par la Syrie de façon temporaire à la Russie, eh bien, le régime d'Assad a décidé de donner cette base de façon permanente à la Russie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Russie possède une base militaire aérienne en Syrie. Ce qui pose un gros problème pour les Américains, pour leurs alliés, les fameux rebelles. Et ça, c'était il y a quelques jours. Et je crois que c'est mardi. Qu'est-ce qu'on apprend mardi ? Eh bien, on apprend que les Chinois, alors les Chinois qui étaient jusqu'à présent avaient des relations diplomatiques avec la Russie et l'Iran sur la question de la Syrie, mais leur position était, voilà, vous faites ce que vous voulez avec la Syrie, mais nous, on ne se mouille pas. Voilà, nous, on ne veut pas se mettre le doigt dedans, voilà, on ne s'oppose pas à ce que la Russie et l'Iran s'impliquent dans le conflit syrien, mais nous, derrière, voilà, on ne veut pas en entendre parler, on ne veut pas se mouiller, ou trucs comme ça. Eh bien, les Chinois ont changé de position. Pourquoi ? Je pense qu'à mon avis, il y a une raison économique. Je pense qu'il s'est passé quelque chose, économiquement parlant, avec les États-Unis, et plus particulièrement en ce qui concerne certainement des histoires de bons, trésors, etc. Et du coup, la Chine change son fusil d'épaule et a décidé, alors d'une part, d'envoyer des conseillers militaires auprès de l'armée du régime de Bachar el-Assad et d'organiser des convois humanitaires. Alors je ne sais pas si vous comprenez bien ce que ça veut dire, les implications et les enjeux que ça implique. C'est-à-dire que les Chinois vont envoyer des cordons humanitaires, c'est-à-dire des convois humanitaires en Syrie. Donc ça veut dire que si jamais un convoi humanitaire sous protection chinoise est attaqué soit par les rebelles ou par Daesh, par exemple, ou par les islamistes, ça veut dire que là, dans ce cas-là, ça voudrait dire que les Chinois pourraient éventuellement rentrer dans la coalition russo-iranienne. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est que vous avez en Syrie le régime de Bachar el-Assad en alliance avec la Russie, l'Iran et peut-être la Chine. Pour l'instant, la Chine n'est pas engagée militairement, elle fait juste du conseil. Mais voilà, vous savez, les choses peuvent déraper très rapidement. Et en face, vous avez donc l'État islamique, dont les origines restent toujours très obscures,
Même quand Donald Trump révèle que finalement il y a peut-être une responsabilité de la part d'Obama et de Clinton sur la création de l'État islamique, ce qui n'est pas faux. Hein, bon, c'est un propos relativement très simpliste. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais il n'a pas tort. Je peux vous dire qu'ici aux États-Unis, dès qu'il a dit ça, tout le monde lui a sauté dessus, tout le monde lui a sauté à la gorge en disant que c'était inadmissible, c'était des propos honteux, etc. Forcément, ils ont tout intérêt à ne pas à ce que les Américains s'informent sur le fait que peut-être il y a des implications américaines sur la création de l'État islamique. Mais pareil, je pense que vous qui regardez cette vidéo, vous êtes suffisamment éclairé, suffisamment informé pour savoir qu'il y a en effet des liens. Hein. Tout le monde se rappelle les fameuses photos de M. McCain, hein, le républicain ex-candidat à la vice-présidence sous la candidature de Romney, je crois. Romney ou Bush, je ne sais plus. Non, c'est Romney. Je crois que c'était Romney. Où il était candidat d'ailleurs pour la présidence, mais je me souviens plus exactement, peu importe. Mais enfin voilà, c'était quand même une personnalité politique américaine de premier rang qui a quand même rencontré ceux qui aujourd'hui sont des gens qui tuent, qui décapitent, qui ont des comportements très barbares, etc. Mais bon, voilà, si vous n'êtes pas au courant de ça, allez sur Internet, allez sur le blog, allez chercher les articles qui concernent ce sujet-là, et vous verrez que finalement, Donald Trump ne dit pas que des conneries. Hein. C'est la façon dont il le dit qui est stupide, mais c'est ce qui est très amusant d'ailleurs, mais je vais revenir après sur Donald Trump. Je finis d'abord sur la Chine. Donc en face, vous avez quand même les rebelles. Alors les différentes sections rebelles, derrière les rebelles, vous avez qui? Vous avez les Européens, vous avez les Turcs et vous avez les Américains. Américains qui d'ailleurs, je tiens à rappeler, Obama a annoncé récemment qu'il envoyait 5 ou 6 000 hommes, hein, des commandos spéciaux, des forces spéciales. Moi je veux bien, mais si vous ne trouvez pas que là, on est quand même dans une situation relativement explosive, avec un potentiel de dérapage absolu, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Enfin, à suivre, parce que là, ça commence à devenir un petit peu chaud. Hein, d'autant plus que l'Ukraine, apparemment, en Ukraine, on commence à remettre un petit peu de l'huile sur le feu pour essayer de relancer un petit peu le conflit. Je tiens à préciser quand même que là, la Russie a quand même envoyé des S-400. Hein, c'est des systèmes antimissiles en Crimée. Hein, parce qu'il y a eu une tentative, une agression ou de pénétration de la frontière entre l'Ukraine et la Crimée. Il y a eu 2 soldats russes qui ont été tués. Donc c'est une agression territoriale, claire. Hein, donc là, les Russes, la réponse c'est, bon, ok, bah, nous on envoie, je ne sais plus combien ils ont envoyé, je crois qu'il y a à peu près 10 000 hommes qui sont prévus pour la Crimée et plus du matériel. Donc voilà, ça se tend, hein, ça devient tendu, comme dirait l'autre. Donc voilà, donc ça pareil à suivre. Sur le plan économique, là c'est pareil, il se passe pas mal de trucs, mais c'est un petit peu diffus, c'est un peu flou. On a par exemple la Deutsche Bank qui est vraiment vraiment mal, hein, mais elle est en train de l'aveu de l'un des responsables de la Deutsche Bank, d'ailleurs je peux peut-être vous donner le nom si j'arrive à le retrouver assez rapidement. Alors il s'appelle comment ce monsieur? Je ne sais plus comment il s'appelle. Le ton monte dans les corps. Deutsche Bank, voilà, la Deutsche Bank. Donc c'est Dominique Konstam, qui est l'un des chefs de file de la banque, donc de Deutsche Bank. Et il a admis qu'actuellement la Deutsche Bank est en train de renforcer ses positions en prévision d'une crise. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu, si vous voulez, c'est comme un château fort qui tout d'un coup décide de renforcer ses fortifications parce qu'il sait qu'il y a l'envahisseur qui va arriver. Donc là, pareil, hein, c'est une petite info. La Fed, il y a des bruits de couloir comme quoi la Fed serait sur le point de rehausser, mais de
un petit peu ces taux directeurs. On nous parle de 0,4%. Donc on va voir ce que ça donne, mais il est clair que là les marchés pour la rentrée ont tiré la sonnette d'alarme parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas suffisamment de liquidités qui circulent aujourd'hui. On a la Bank of China, Bank of Japan, donc la banque nationale japonaise qui nous a refait son énième quantitative easing, qui a réinjecté des milliards de yens sur le marché pour justement tenir un petit peu tenir l'été. Mais évidemment, je dirais la date la plus importante qu'il va y avoir à la rentrée, c'est évidemment le mois de novembre avec les élections présidentielles américaines. Alors ici aux États-Unis, évidemment, tous les jours, Trump il passe à la casserole. Il y a une véritable volonté de le massacrer. Alors, je sais peut-être que certains d'entre vous considèrent que c'est un idiot, que c'est un crétin, que ce type n'a pas du tout la carrure pour diriger un pays tel que les États-Unis, ce qui est vrai, ce qui est totalement vrai. Mais Donald Trump est le poil à gratter qui peut-être risque d'apporter justement une inversion de valeur dans le système et dans la stratégie politique aux États-Unis. J'ai déjà expliqué les choses qui se sont produites pendant la primaire, c'est-à-dire, je rappelle rapidement que du côté des démocrates, il y avait au niveau des stratèges une conviction absolue de croire que Hillary Clinton avait une bonne notoriété, avait une bonne réputation pour être garantie d'être la candidate promue à devenir la présidente des États-Unis, sauf que la campagne des primaires s'est très mal passée du côté des démocrates. Du coup, Bernie Sanders en a tiré profit, sauf que lors de la convention démocrate, je rappelle, qu'est-ce qui s'est passé? Bernie Sanders donc, a reconnu sa défaite face à Hillary Clinton, et il endorse pas endorsé, pardon, c'est en anglais, mais il a apporté donc ce soutien à Hillary Clinton, sauf que les électeurs dans l'électorat démocrate pro-Bernie Sanders s'attendaient à ce que Sanders tire au moins quelque chose, d'ailleurs négocie quelque chose dans le programme politique de Hillary Clinton. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est passé qu'en réalité, et c'est d'ailleurs ce qui a été un déclencheur par rapport aux fameuses affaires des mails que vous avez entendu parler, c'est que Bernie Sanders, on lui a tout simplement mis le couteau sous la gorge en lui disant tu dis à ton électorat de supporter Hillary Clinton et tu fermes ta gueule. Voilà. Je pense que c'est d'ailleurs la réunion qu'il avait eue quelques peu de temps avant avec Obama. Obama a dû certainement lui expliquer attention, Bernie, la situation est difficile, on croyait que c'était plié, mais ça l'est pas, t'as foutu la merde, donc assume tes responsabilités, suis la ligne du parti et efface-toi. Sauf qu'il y a des Américains qui étaient pro-Sanders, ça ils ont compris. Et là aujourd'hui, je peux vous garantir que les médias font tout pour essayer d'éviter la casse au niveau de l'électorat démocrate qui a considéré comme une trahison, mais une trahison au point énorme, de la part des ténors des démocrates, qui a été d'ailleurs confirmé par les mails qui ont été piratés et qui ont révélé que les ténors du Parti démocrate se sont démenés pour essayer de décrédibiliser et de mettre des bâtons dans les roues à Bernie Sanders. On a mis ça sur le dos de Donald Trump parce que, soi-disant, les mails auraient été piratés par les Russes et que, apparemment, Donald Trump et les Russes et Poutine, c'est ça et ça. Ce qui, évidemment, est très facile à argumenter parce que Donald Trump est un petit peu lourdeau en matière de communication, donc il ne fait pas attention à la façon dont il dit les choses. Donc évidemment, tout le monde s'est jeté sur le fait que Donald Trump, finalement, c'est un pote à Poutine, donc c'est un traître. Oui, non, sauf que c'est pas exactement ce qu'il a dit, même s'il l'a dit de façon très maladroite. Ce qu'il a dit, c'était de l'ironie, si vous voulez. C'était quand il dit, parce que textuellement, il a dit j'invite M. Poutine à continuer à pirater les mails d'Hillary Clinton et de chez les démocrates. Si à la limite, il peut aussi pirater les mails de Washington pour voir et prouver aux Américains que
que il y a certaines personnes qui sont pas très claires dans leur idéologie et finalement pour prouver qu'ils sont véritablement les traîtres. Sauf qu'évidemment, les médias ont repris ce propos-là, ont repris juste le propos qui les intéressait, pour dire, regardez, voilà, Donald Trump est un traître à la patrie, un traître à la nation, parce qu'il pactise avec les Russes, il demande aux Russes d'espionner les Américains, etc. Enfin, ça en devient ridicule. Je pense que beaucoup d'Américains aujourd'hui sont en train de se rendre compte que cette campagne est en train de prendre une tournure, mais comme jamais on en a vu dans toute l'histoire des États-Unis. En 200 ans d'histoire, je crois que c'est certainement la pire campagne qui s'annonce pour l'histoire des États-Unis. Mais pour revenir à Donald Trump, et je persiste et je signe en disant que le gros souci qu'ils ont ici aux États-Unis, c'est qu'ils n'arrivent pas à déterminer quelle est véritablement la proportion d'Américains qui sont prêts à voter pour Trump. Et d'ailleurs, et c'est justement pourquoi je parle de Bernie Sanders et de l'électorat de Bernie Sanders, c'est qu'aujourd'hui, il y a certains médias alternatifs qui apparemment ont l'air de se rendre compte qu'une partie de l'électorat de Bernie Sanders, par vengeance contre Hillary Clinton et contre les ténors du parti, vont voter Donald Trump. Par vengeance. Hein, ils ne votent pas par conviction de voter Donald Trump, c'est qu'ils se disent, là, ras-le-bol. Là, on va voter pour le pire, on veut le pire pour les États-Unis, on veut que ça pète. Voilà, en gros, le message que les Américains sont prêts à donner à l'establishment et au système politique américain et à Washington, c'est ce message-là. C'est, nous, on va voter pour Trump, pas pour Trump, parce qu'on sait que c'est le pire, on sait que c'est un con, on sait que c'est un abruti, on sait qu'il va mener les États-Unis dans le mur. Mais voilà, c'est peut-être ce qui va faire réagir, c'est peut-être ce qui va réveiller le peuple américain vis-à-vis du système politique américain. Ce qui est très dangereux, parce que il faut quand même rappeler que aux États-Unis, l'Union, ce qu'on appelle l'Union, hein, c'est les États unis, les 50 États unis. Aujourd'hui, l'Union est relativement fragilisée. Fragilisée, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a certains États qui commencent à réfléchir par intérêt toujours politique. Hein. Vous avez des politiques qui commencent à réfléchir, à se dire peut-être qu'il serait peut-être temps qu'aujourd'hui certains États reprennent leur liberté. C'est-à-dire se retirent du système fédéral, se retirent du pouvoir, de l'hégémonie, de l'establishment et du pouvoir profond de Washington. Parce que finalement, ils ont fait 8 ans de républicains, 8 ans de démocrates, et finalement le résultat est une catastrophe. Alors vous allez me dire oui, c'est faux parce qu'on a entendu que apparemment Obama, l'emploi, il y a eu des créations d'emplois, etc. Oui, mais le problème c'est qu'on ne vous dit pas que les créations d'emplois, c'est presque 60-70% de temps partiel. C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises suppriment des temps pleins pour mettre des temps partiels à la place. C'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez les statistiques, il y a un équilibre. C'est-à-dire qu'entre les suppressions d'emplois et les créations d'emplois, vous avez en effet un nombre de créations d'emplois. C'est-à-dire que pour un emploi temps plein qui est supprimé, vous en créez 2, temps partiel, voire 3. Hein, puisqu'il faut savoir que le temps partiel aux États-Unis, ça peut être un emploi de 12 heures, hein, par exemple. 12 ou 15 heures par semaine. Vous voyez, qui vit avec 12 ou 15 heures? Moi, je connais des gens, et peut-être vous avez entendu ça depuis très longtemps, mais je vous le répète, et c'est pas une légende. Vous avez aujourd'hui des gens qui sont sous-qualifiés, qui n'ont quasiment pas de qualification, qui aujourd'hui, pour s'en sortir, sont obligés de prendre 2-3 travails. Hein, je peux vous donner l'exemple d'une jeune fille qu'on connaît. La jeune fille, elle travaille dans un supermarché le matin, elle travaille dans un autre supermarché l'après-midi, et elle travaille comme réceptionniste dans un restaurant le soir. Donc ça fait des grosses journées quand même. Hein, et pour gagner peut-être un salaire qui ne va peut-être pas dépasser les 1500-1600 dollars par mois. 1600 dollars par mois aux États-Unis, je peux vous garantir que vous arrivez peut-être à vous payer un loyer, vous arrivez peut-être à payer vos factures. C'est pas sûr que vous ayez les moyens de vous payer une assurance santé. Hein. Donc, et je sais par expérience que c'est qu'aujourd'hui, ne pas pouvoir se payer une assurance santé. Hein, croyez-le bien. Donc voilà, c'est pas gagné. Mais aujourd'hui, tous les médias, et même en France, hein, vous les voyez les médias en France, hein, dès que tous les jours, limite c'est tous les jours qu'il y a du Trump à la télé pour 2-3 minutes, mais on focalise sur l'individu. Alors je répète, je fais pas le prosélytisme de Donald Trump, je considère Donald Trump comme quelqu'un qui n'a rien à faire en politique,
qui n'a pas les compétences et qui n'a pas les capacités pour diriger un pays tel que les États-Unis, mais qui surfe évidemment sur ce ras-le-bol, sur cette déception, sur cette désillusion contre une partie de l'électorat américain, aussi bien de républicains que démocrates. Hein. C'est ça qui en emmerde beaucoup, vis-à-vis de 8 ans de républicains et 8 ans d'Obama en tant que démocrate, pour un résultat qui est une catastrophe. Donc voilà, il y a beaucoup d'Américains aujourd'hui qui se disent que les politiques, ils n'ont plus confiance envers les politiques, radicalement. Alors évidemment, c'est des gens qu'on va vous présenter comme des bas de plafond. Des gens pas très cultivés, pas très éduqués, etc. Mais c'est quand même des gens qui votent. Donc si on se sert de ces gens-là pour dire ouais, regardez, les gens qui votent, ces gens-là, c'est hyper dangereux, c'est limite si on ne va pas laisser sous-entendre l'idée, peut-être qu'on va peut-être supprimer le vote. Parce que là, laisser ces gens-là voter, c'est trop dangereux. Hein. Donc ce serait bien de créer une démocratie où c'est ça que un vote à suffrage indirect, hein, ce qui est déjà le cas aux États-Unis d'ailleurs, hein, puisque les gens ne votent pas pour un candidat, ils votent pour ce qu'on appelle des grands électeurs, hein, par État. Et même les analystes, actuellement vous avez toutes les semaines ils sortent une carte des basculements ou des acquis en matière d'État sur les démocrates ou les républicains. Actuellement sur les statistiques, évidemment, c'est Hillary Clinton qui rafle plus de 300 grands électeurs, il en faut 240 un minimum. Chaque État ayant un certain nombre de grands électeurs proportionnellement à la population dans chaque État. Sauf qu'il y a quelques États qui font partie de ces États qui ont un grand nombre de grands électeurs, où on essaye de pousser à l'idée qu'ils iraient plus vers un vote démocrate, mais en réalité sur le terrain, on n'en sait absolument pas. On ne sait absolument pas, on ne peut pas être catégorique sur le fait que ces États peuvent basculer un jour ou l'autre sur les démocrates ou les républicains. Je fais partie des gens qui vivent dans un de ces États, qui est la Caroline du Nord. La Caroline du Nord aujourd'hui est un État qui, à l'origine, était un État plus ou moins républicain, mais qui, dans les dernières élections, a su démontrer sa volatilité, on va dire, à parfois voter plus démocrate que républicain. Mais alors aujourd'hui, on essaie de basculer la Caroline du Nord vers les démocrates, mais il n'est pas dit que la Caroline du Nord rebascule du côté des républicains. D'autant plus que juste en bas, on a quand même le voisin qui est la Caroline du Sud qui est un État radicalement républicain, qui ne votera certainement pas démocrate. C'est un État très conservateur, ultra conservateur même pour certains. La preuve en est les conflits qui ont eu lieu à propos du fameux, vous savez, le fameux drapeau confédéré, hein, ce drapeau rouge avec les deux croix, avec les étoiles des États confédérés qui datent de la guerre de sécession. Ce drapeau qui trônait devant l'hôtel de ville de la ville de Columbia, je crois, Columbus, enfin la capitale de Caroline du Sud, et qui cette année, je crois que c'est cet hiver ou ce printemps, un décret municipal a décidé de supprimer la présence du drapeau confédéré devant l'hôtel de ville. Or là, très discrètement, le drapeau a été remis. Mais les médias américains n'en ont absolument pas parlé. Hein, vous voyez ? Pourquoi ? Tout simplement par intérêt politique à la veille d'élections présidentielles. Donc on fait plaisir à une proportion de population qui veulent conserver ce drapeau devant l'hôtel de ville comme étant un signe culturel, on va dire, de leur État. Mais par contre, nationalement, on n'a absolument pas parlé du fait que le drapeau, il est revenu sur le mât. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres de ces petits détails de clientélisme qui finalement rejoignent cette idée que, tout comme en France, on peut estimer qu'aujourd'hui, presque les 2 tiers de la population américaine qui est en âge de voter a perdu complètement ses illusions vis-à-vis de la politique américaine. Je tiens juste à rappeler qu'en 2012, Obama a été élu avec un vote sur 5, c'est-à-dire sur 5 Américains en âge de voter et en capacité de voter, il a été élu sur une voix, sur 5.
Hein, je rappelle, 179 millions en 2012 d'Américains inscrits sur les listes électorales, alors que normalement il y a à peu près 260 millions d'Américains qui sont en âge de voter. Donc entre 260 millions et 179 personnes inscrites, vous voyez le décalage qu'il y a. C'est-à-dire qu'il y a quand même un sacré paquet de millions d'Américains qui, on ne sait pas où ils sont passés. Et sur les 179 millions inscrits, vous en avez 43% qui se sont abstenus. Donc sur 179, vous avez 43%, faites le calcul. C'est-à-dire que là, on en arrive presque à presque 115 millions à peu près, je crois. 110 millions d'Américains qui se sont exprimés. Et donc, sur les 110 millions, Obama a retenu 52 ou 57%, je crois. Donc, on va dire, allez, un petit peu plus de la moitié. On va dire 70 millions. Allez, on va être gentil. Donc, 70 millions. Non, je dis une bêtise, pardon. 55 ou 60 millions. Donc sur 60 millions d'Américains qui ont voté Obama, donc qui ont permis à Obama d'être élu, ces 60 millions ont voté pour les 260 millions qui étaient en âge de voter. Dont 179 millions inscrits. Donc sur les 179 millions, 43% qui n'ont pas voté. Et vous pouvez faire le calcul, hein, vous pouvez vérifier en France, c'est la même chose. Hein. Vous vérifiez combien de gens ont voté pour Hollande par rapport au nombre d'inscrits et par rapport à l'abstention. Et ben vous allez vous rendre compte que finalement, vous avez un président de la République qui est élu sur moins de la moitié de l'opinion exprimée des Français. Et je pense qu'en 2017, ça va être pareil. À moins qu'on ait des surprises, mais il y a beaucoup de gens qui sont convaincus, peut-être que du ras-le-bol ambiant, alors c'est pareil, c'est toujours difficile de savoir quelle est la proportion de gens, parce que vous avez des gens qui s'expriment, comme vous avez des gens qui ne s'expriment pas, ou qui n'osent pas s'exprimer, mais qui vont quand même mettre un bulletin Marine Le Pen dans l'urne. Vous voyez, donc vous pouvez faire tous les sondages du monde que vous voulez, vu qu'on a quand même mis une sacrée couche sur le Front National, donc il y a beaucoup de gens qui n'osent pas s'exprimer, qui n'osent pas dire qu'ils vont voter Front National. Donc comment voulez-vous, dans un sondage, réussir à faire ressortir une tendance quand vous avez une proportion de gens qui vont vous dire des conneries, mais qui au final, aux élections, vont mettre un bulletin dans l'urne au nom de Marine Le Pen. Alors ça serait quand même une grosse claque que Marine Le Pen soit élue au premier tour. C'est un risque, hein. Mais c'est peu probable. C'est peu probable, je pense. Donc voilà. Voilà en gros toutes les petites informations que je voulais aborder. Si vous voulez les détails, elles sont dans le blog. À surveiller, je vous rappelle, ce qui se passe en Syrie, à surveiller nos gouvernants qui sont en train de nous faire passer des lois. Actuellement, vous avez la loi Touraine qui est en cours. La loi El Khomri, vous pouvez vous asseoir dessus, ça y est, elle est prorogée. Donc, ça se trouve, il y a certaines entreprises qui, dans leur convention collective, ont déjà intégré certains éléments de la loi Khomri. Donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, si vous ne l'avez pas vue, allez la chercher, je vous explique en gros ce qui va vous tomber sur le coin de la cafetière, parce que ça forcément tout le monde va être touché. Je reprends le juste pour rappel que dans cette loi vous avez l'article 2 qui finalement transfère les droits vers le patron, c'est-à-dire que vous conservez certains droits que prévoit le Code du travail, mais là où vous pouviez faire valoir vos droits, désormais vous ne pourrez plus les faire valoir, ça sera votre patron qui décidera de vous les donner ou non. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de mois d'août, bon retour si vous revenez de vacances, préparez-vous pour la rentrée, ça va être costaud, et puis rendez-vous dans une prochaine vidéo, continuez à suivre ce blog, vous êtes de plus en plus nombreux, merci. On est sur une moyenne d'à peu près une centaine de vues par jour, ce qui est pas mal, et ça progresse. Si vous avez des questions, des propositions, des commentaires, n'hésitez pas, soit en bas sur la page commentaire, si vous êtes évidemment membre de Bloggers, ou sinon à cette adresse email, vous pouvez toujours nous écrire. Je voulais juste faire une petite aparté à 1000 excuses à une chaîne d'information indépendante
avec qui je suis en contact, qui m'avaient invité à faire un débat. Malheureusement, j'étais pas là ce week-end-là, donc j'ai pas pu leur répondre. Very sorry. Désolé. Voilà, à très bientôt. Et suivez l'actualité et Info Intox. Et soyons vigilants.